Et oui, chers spectateurs, bonsoir à tous. Il n'y a pas que au niveau de la Ligue 1 qui a le mercato, il y a aussi le mercato, une profondeur de banc ici à Eagle TV. Donc heureux de vous recevoir et de recevoir nos amis. Donc allez, une tête bien connue, une voix, un caractère. Donc à ma droite, j'accueille ce soir dans le feuille de match Bruno Michovigne. Bonsoir à tous, merci pour cette titularisation, ça faisait longtemps, mais toujours un plaisir d'être là. Merci. Patrice Basile. Eh bien oui, nouvelle équipe, mais toujours aussi performante. Merci Basile. Et non des moindres, Guillaume Michaud, notre Michaud. Bonjour à tous, bonjour au Futo et un coucou à Ronnie Béral qui nous regarde. Exactement, ça fait plus de 15 jours messieurs que nous sommes laissés, nous nous retrouvons avec plaisir. Alors l'actualité, allez Guillaume, on commençait par toi. Dis-moi qu'est-ce que tu as pensé donc du mercato qui était assez mouvementé, que ce soit en France ou aussi à l'étranger. En France, on a eu des mouvements assez intéressants. À la Juve, il y a eu Dusan Vlahovic qui est venu de la Fiorentina, donc c'est le plus gros transfert je pense qu'il y a eu cet hiver. Et je pense qu'il y avait un gros manque côté de la Juve au niveau offensif. Donc, vous avez essayé de deux pas mal. Parce qu'il fallait laisser faire de la place. Il touche un salaire qui n'est pas parmi les moindres, donc forcément ils ont dû libérer un peu de cash. Et puis en France, j'ai bien aimé le mercato de Marseille et de Lyon. Marseille avec Bakambu qui à certaines époques a fait signer au Barça quand même, donc il y a quand même certains espoirs en lui. Et puis Lyon parce qu'ils ont fait quand même une belle vente avec Guimarães pour 50 millions plus ses bonus. Donc ça me paraît pas mal pour pouvoir réinvestir après sur d'autres joueurs tels que Fèvre, la pépite de Brest. Exactement. Et un certain Aubameyang aussi au Barça. Ouais, ça c'est. Oui, parce que c'est un joueur qui pourrait apporter au Barça. On sait qu'il est quand même athlétique. C'est un joueur quand il est bien physiquement, parce que c'est ça aussi son problème, le physique. Quand il est affûté, il peut marquer. Et c'est clair que le Barça est en caca-coque, comme dirait quelqu'un qu'on connaît ici, et ce Barça-là a besoin d'un buteur, et je pense qu'un Aubameyang concentré, alors c'est pas à son âge qui va se rattraper avec une hygiène de vie, mais en tout cas peut-être qu'en intégrant ce club historique avec un entourage pourra peut-être justement apporter un plus à Barcelone, c'est pas mal. Oui, il y a aussi l'actualité avec la CAN. Patrice, qu'en penses-tu de cette CAN? Nous sommes là quasiment à la finale. Absolument, c'était une belle compétition, je dois dire, qui a tenu toutes ses promesses. Il y a eu des surprises, comme l'Algérie par exemple, qu'on n'attendait pas en aussi mauvaise fête. Et puis, on a vu ces deux matchs de demi-finale extraordinaires. Le Sénégal qui a montré sa puissance de feu contre une équipe du Burkina Faso vaillante, qui méritait peut-être même mieux. Et puis cette fameuse demi-finale Cameroun-Égypte qu'on a vue cet après-midi, qui est où les Camerounais se sont enfoncés le clou eux-mêmes parce qu'ils ont raté complètement leur séance de pénalty. Et puis finalement, c'est l'Égypte qui gagne une fois de plus. Donc une belle finale en perspective, et cette CAN évidemment a été pétillante, et je crois qu'on va avoir un beau vainqueur. Je crois que l'Égypte a 7 CAN à son actif. 7 CAN à son actif, oui. Je ne sais pas pour le Sénégal, mais aucune. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le Sénégal est vierge de toute victoire. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de gagner la première. Ah mais il y a quand même 5 finales pour le Sénégal. 3 finales pour le Sénégal, il me semble. 3 finales, absolument. Ouais. Donc allez, on va dire quoi. J'espère que... Donc, après jamais dit son droit, maintenant on fait la victoire. Je pense surtout à mon ami Babacar Diaye qui suivait cette CAN, et qui je pense que le Sénégal mérite de gagner cette CAN parce qu'ils ont une équipe très fraîche, très pétillante, et je trouve Marseillais, Parisien. Voilà. Donc on a gagné Liverpool. Et le meilleur gardien du monde, c'est ça? Voilà, exactement. Mendy qui est très très bon. Très bon. Je veux rebondir quand même sur la CAN. On le fait sur cette antenne et ailleurs, un peu en Guadeloupe, en parler, mais c'est clair que la CAN mériterait quand même une médiatisation tout autre. Et ça, c'est quand même un petit peu, je le redirais, un peu irrespectueux pour un continent qui est le plus grand fourvoyeur de bons joueurs depuis des années sur les ligues majeures européennes, et de voir comment elles passent
Alors nous, effectivement, on regarde parce qu'on est amateurs du beau jeu, mais même dans les médias, il n'y a pas de jeu concours, il n'y a pas de billets d'avion proposés, je parle en Europe, et elle passe un petit peu comme ça, et puis je serai toujours contre le fait que la CAN ait lieu en plein championnat. Je pense que la CAN a sa place à part entière, il faudra trouver quand même un moment, un timing, alors c'est ce qu'on dit, mais il n'est pas normal que les joueurs doivent partir en plein championnat, reviennent, et je pense que le jour où il y aura une CAN qui aura son tempo hors compétition, où les joueurs pourront être encore plus focus et donner le maximum de leurs possibilités, on aura encore une meilleure compétition. Là, franchement, ce qui se passe et ce qui est accepté par les instances internationales du football et également les instances africaines, puisque c'est eux qui organisent, mais je trouve ça inadmissible qu'on puisse à ce point ne pas respecter le football africain. Ben c'est vrai, et justement, messieurs, j'ai un petit quiz pour vous. Par rapport à la CAN, je me suis dit, allez, ce qui est particulier à la CAN, c'est bien évidemment les surnoms des équipes nationales. Ouais. Alors, la finale, ça sera quoi? Les Lions, les Lions, contre les Pharaons. Les Pharaons, voilà. Alors, si je vous dis, allez, on va commencer très vite, les Fennecs, je vous dis que ça va être l'Algérie. D'accord, les Super Eagles. Ça, c'est le Nigeria. D'accord. Alors, plusieurs. Les étalons. Ah, le Burkina. Ah, bien. J'ai appris il y a pas longtemps. Il est très fort. Pire les animaux chauffeurs. Les flammes. Ah, dur ça. Ça, c'est le. Allez, au hasard, le Malawi. Le Malawi, effectivement. Allez, plus simple, les lions de l'Atlas. Maroc. C'est Maroc. D'accord, les lions de l'Atlas. Les aigles de Carthage. Tunisie, et le voisin. Presque le voisin. D'accord. Et on va tourner, et puis donc le Cameroun, bon. Les lions indomptables. Les lions indomptables. Et les éléphants? Et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc effectivement, c'est une manière imagée, et on voit, moi j'ai un petit peu, je me dis, c'est quoi les Fennecs? C'est un animal, un renard de désert du Sahara, qui est malin et qui sait s'adapter en toutes circonstances dans les journées très très chaudes. Dans la diversité. La diversité, le soir très très frais. Donc voilà, comme tu dis, ce sont des compétitions qui mériteraient donc d'être connues. Moi aussi j'avais une petite question pour toi Pascal. En tant qu'avocat, accepteras-tu de défendre ton client, donc le deuxième gardien de l'Égypte, qui a refusé de sortir pendant la rencontre Égypte-Maroc, donc souhaites-tu le défendre à la fin de l'émission? Je pense que je vais le défendre avec beaucoup d'aisance, puisque vu le match qu'il a fait aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il a de quoi aussi peut-être contre-argumenter les accusations qui sont pour moi fondées, effectivement, par rapport à l'autorité. Ok, bon, on en reparlera après. Voilà, messieurs, commençons la grille. Ce soir, donc la grille de dimanche, par le premier match qui va opposer donc Lille à le fameux PSG. On dit passation de pouvoir, messieurs. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que moi, à titre personnel, je vois un match très ouvert avec soit une victoire de Lille ou une victoire du PSG à l'extérieur? Alors, le PSG, clairement, on sait quelle est sa mission cette année. Le nombre de points qu'il a engrangé en ce début de championnat sans bien jouer, sans avoir vraiment donné forcément du plaisir à ses supporters. Enfin, les chiffres sont là, ils sont en avance, mais ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. On sait que l'échéance c'est le Real, et il n'y a pas meilleure mise en forme que de gagner contre le champion en titre. Lille, et je crois que la jauge au niveau des spectateurs sera revenue puisque ça a été dit hier par le Premier ministre que les stades pourraient être en jauge complète. Donc c'est vraiment un match pour vraiment prendre la mesure de ce match contre le Real. Un bon sparring partenaire Lyon, et ils n'ont pas d'autre choix que de gagner, parce que ça va sinon engranger une perte de confiance pour le Real, et le Real, voilà, c'est ça l'objectif. Patrice? Je suis d'accord avec Bruno, sauf qu'effectivement, a priori, ce devrait être un choc, puisque Lille-PSG, c'est le tenant du titre contre celui qui normalement devrait le remplacer. Normalement, on a un PSG qui est largement supérieur en termes d'effectifs, puisqu'on a quand même une équipe qui est censée avoir de meilleurs joueurs du monde, les deux meilleurs joueurs du monde, on est d'accord, les trois peut-être, mais bon, Neymar n'est pas là.
Et pourtant, quand on voit ce que le PSG a donné contre Nice, on peut se poser des questions. Et moi-même, qui suis quand même un supporter reconnu de cette équipe, quand je vois Messi jouer, quand je vois Icardi jouer, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ces joueurs-là sont venus pour jouer au football ou alors pour passer leur temps à jouer aux cartes? Parce que c'est vrai que quand on voit le jeu qui s'est passé à Nice, c'est invraisemblable. Oui, mais ça remonte même avant Nice. Nice, c'est un constat là. Mais ça fait, je dirais presque depuis le début du championnat que le PSG, alors il y a eu quelques bons matchs, mais à chaque fois qu'on attend le PSG pour un déclic, pour montrer sa supériorité sur le championnat de France, il se retrouve en difficulté des fois contre des équipes modestes, les équipes qui ont compris ça, qui savent mettre la pression sur la défense parisienne et jouer beaucoup plus haut, qui ne refusent pas le combat. Souvent le PSG est en difficulté et n'a même pas de solution à apporter, ni tactiquement. On a quand même la possibilité d'avoir 5 changements depuis quelques saisons et on a un entraîneur qu'on nous avait annoncé technicien, tacticien. On voit quand on regarde sur le bord de touche un entraîneur qui a souvent la main dans les poches ou les mains dans les poches, qui est passif et qui est incapable d'insuffler une direction, une façon de jouer à l'équipe. Et pourtant, comme tu l'as dit, sur le terrain, il y a la matière. Il y a des joueurs qui ont montré, et le cas pour moi qui est vraiment criant, c'est Wijnaldum, qui est quand même le capitaine de l'équipe batave hollandaise nationale, qui a quand même joué dans des grands clubs, et on le voit perdu. Mais le mot n'est pas fort, perdu sur un terrain. Il a perdu de sa capacité à être un joueur box-to-box, et c'est pour ça qu'il est venu. On a vu des joueurs qui, quand ils arrivent au PSG, on dirait qu'ils perdent tous leurs moyens, qu'ils n'ont plus de football. C'est ça qui est vraiment inquiétant, et ça date pas d'hier. Je rajouterais que même au niveau du vestiaire, je pense qu'il va y avoir des problèmes, parce que dernièrement Pochettino a fait une grosse erreur. Il a annoncé que c'était pas lui qui avait choisi le dernier tireur, en l'occurrence Simone, et ça c'est une grave, à mon avis, une grave erreur politique. Donc juste en pronostic. Alors mon pronostic, évidemment, je dirais que c'est PSG que je vois favori, parce que en fait PSG a les clés de tous ces matchs. C'est à eux de savoir s'ils veulent gagner ou le perdre. Bon, pour moi, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner, donc je le mets vainqueur. Voilà. D'accord. Effectivement, je pense qu'on parle d'effectifs, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre, on a rarement eu tous les joueurs au complet. Là, par exemple, on a un Di Maria, il est excellent avec l'Argentine, et je sais pas dans quel état il va revenir après le voyage, et Mbappé qui n'a pas joué contre Nice, donc on n'arrive jamais à avoir l'équipe complète à 100, et même quand ils sont à 100%, il y a un truc qui gêne au niveau du jeu, donc je sais pas trop, c'est un peu difficile de voir le PSG dans un grand jeu, en fait c'est assez rare. Et de l'autre côté, lui, c'est une équipe de tueurs, je trouve, défensivement super solide. Je me souviens, il y a 2 ans, Paris était allé là-bas, ils avaient pris une valise, donc attention à lui, et là-dessus je vais pas prendre de risques. Je mets ma couverture complète et je serai tranquille dimanche soir. Alors, j'ai pas donné un pronostic, mais je fais pareil, une couverture totale. Alors, voyons l'écran, donc l'historique des confrontations entre les deux clubs. Ah, messieurs, c'est pas très. Voilà, c'est plutôt équilibré. Donc 39 victoires pour le PSG, 32 pour Lille et 25 matchs nuls. Et n'oublions pas quand même qu'en début d'année, en début de championnat, on a Lille qui a quand même gagné le trophée des champions, donc face au PSG. Donc peut-être que ce sera une opposition qui laissera donc des idées aux Lillois à domicile face à PSG. Deuxième match, le match donc, qui va opposer Nice à Clermont. Le Pic de Dante, Bruno. Moi, je voyais plutôt une victoire à domicile de Nice, qui est sur une phase, malgré moi et mon côté marseillais, j'avoue qu'effectivement, Nice, c'est quand même sur une pente. Je crois que c'est 5 victoires consécutives. Bruno, est-ce que tu penses que Clermont a les clés pour pouvoir secouer non seulement les sudistes? Ils n'ont pas les clés, mais quand on voit le match, la production de Nice contre PSG, on se rend bien compte que c'est une équipe qui, quand elle a décidé de jouer, quand elle met en place la percussion qu'elle a, avec tous ces jeunes qui sont un petit peu faux follets, quand tout ça fonctionne, c'est une équipe qui est très dangereuse et qui, à mon sens, aurait pu être encore beaucoup plus constante, mais ils sont quand même bien placés dans le championnat et c'est une belle surprise.
Alors, moi, je suis toujours un petit peu circonspect quand il s'agit de voir une équipe comme Nice jouer contre une équipe comme Clermont, donc le 2e contre le 15e, parce qu'il y a toujours l'aspect psychologique qui rentre en ligne de compte et qui fait que quand une équipe comme Nice rencontre Clermont, ils se disent bon, on va peut-être pas se donner à fond, on va peut-être jouer notre match un petit peu moins fort. Parce que c'est vrai que Clermont a quand même battu Rennes la fois dernière et ça nous a bien mis dans le problème. Donc il faut quand même se rendre compte que le football n'est jamais un sport mathématique. Donc oui, Nice, chez eux, devrait gagner contre Clermont, mais Clermont nous a tellement habitués à nous faire des coups pendables que je dirais attention. Donc oui, en tant que parieur, je vais quand même garantir, je vais mettre Nice gagnant, mais je dis à nos parieurs, attention, Clermont est capable de tout. Voilà. Je partage en partie l'avis de Patrice. On avait vu une match aller où moi j'avais annoncé que Nice ils allaient balayer Clermont et c'est pas ce qu'on avait vu sur le terrain. On avait vu un Clermont qui avait ouvert le score et Nice qui avait galéré pour rattraper et finalement l'emporter sur le fil. Là c'était à Clermont. C'est quand même un avantage de jouer à domicile je pense pour Nice et c'est une équipe que je voyais vraiment dans ces places là en début de saison. Avec Galtier je savais que ça allait prendre et c'est le cas aujourd'hui. Donc je vais voir l'emporter mais vraiment de justesse, faire le job comme Galtier a su le faire sur pas mal de matchs. Donc ce sera un petit 1-0 pour moi, pour Nice. D'accord, et pour le 3e match, on part à l'ouest. Il était une fois dans l'ouest, entre Rennes et Brest. Le tonnerre de Brest, messieurs. Est-ce que vous pensez que Rennes est capable donc de pouvoir se faire respecter à domicile face à une équipe de Brest qui a perdu des joueurs, non? Romain Fèvre, notamment, c'était la pépite. Étonnant, moi j'ai laissé partir au mercato. Est-ce que Brest aura les ressources pour aller faire un résultat à l'extérieur, monsieur Bruno? Logiquement oui, mais c'est un match par contre, et là pour les parieurs ça peut être intéressant, c'est un match sur lequel je vois un match de nul. C'est clair que Rennes, notamment à domicile, peut faire le job et emporter les 3 points, mais c'est vrai que Brest aussi est une équipe qui est des fois difficile à manœuvrer et c'est vraiment un match pour moi qui sent le match nul. Alors, c'est un match compliqué, parce qu'effectivement, d'abord c'est un derby, et c'est vrai que dans tous les derbys, c'est toujours un peu particulier. D'un côté, on a une équipe de Rennes qui, à un moment donné, nous a laissé penser que ça serait l'équipe de la fin de championnat. Ils écrasaient tout sur leur passage, je crois qu'ils avaient mis 6-0 à Clermont. Et puis après, il y a eu une panne, on ne sait pas pourquoi, 4 défaites en 5 matchs. Donc, et donc voilà. Et Brest de son côté, moi j'appelle ça une équipe guirlande. C'est-à-dire qu'un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ils ont battu Lille 2-0, et puis ils sont capables de perdre aussi 3-0 contre n'importe qui. Donc c'est un match compliqué, donc moi, alors je vais quand même privilégier Rennes parce que Rennes joue chez eux et que ça reste quand même une équipe qui a montré ses qualités. Et puis Brest derrière, peut-être qu'ils peuvent faire la surprise. Bon, je vais assurer avec un nul, mais a priori je dirais que Rennes est favori sur ce match. Ouais, c'est vrai que ça va être un match intéressant, gros derby breton. Alors surtout que les petites équipes comme Brest, Lorient, ils aiment bien aller taper Rennes comme c'est l'équipe de la métropole de la région. Voilà, ça fait un peu le petit contre le gros. Ils aiment bien ça. Par contre Brest à domicile c'est top, à l'extérieur ils sont quand même moins à l'aise. On parlait de Fèvre, Romain Fèvre qui avait marqué je crois 6 ou 7 buts quand même depuis le début de saison. Je pense que ça va peser sur le match. Et donc je mettrais plutôt Rennes parce qu'ils sortent d'une défaite face à Clermont. C'est ça. Et vu leurs objectifs, ils peuvent pas se permettre de perdre trop de points en route. Donc je pense qu'ils seront à fond et qu'ils gagneront le match. Comme disait Patrice, c'est une victoire en 5 matchs. C'est ça. Pour Rennes, donc il faut. Puis il y a peut-être quelques joueurs qui vont revenir aussi de la CAN. Peut-être pas à Marie Traoré, mais je pense qu'il y en a certains qui risquent de revenir. Donc allez, je vois Rennes moi. Donc victoire de Rennes ou match de nul pour messieurs. Allons donc d'ouest en ouest, en est, vers Strasbourg, mais qui ramène l'équipe de Nantes. Strasbourg-Nantes, donc 4e match de cette grille, donc l'as de trèfle du carré d'as. Messieurs, allez, on reste sur des étoiles au niveau de Strasbourg, alors qu'il y a eu, le dernier match c'était une défaite quand même, alors qu'il y avait 3 victoires précédemment. Face à une équipe de Nantes qui un peu aussi entre le bon et le moins bon. On peut voir les Camembert, non? On voit Camembert, historique des confrontations. Donc, Strasbourg, c'est 25 victoires et avantage à Nantes, 47 victoires. Normalement, vous allez avoir une victoire de Nantes si on considère les matchs à l'extérieur. Bruno.
Oui, mais Nantes déçoit un peu parce que Nantes est quand même en belle dégringolade. Le Nantes qu'on a vu en début de saison, tonitruant, efficace, clinique, qui gagnait ses matchs facilement. Strasbourg remonte à contrario parce qu'on les a vus aussi en difficulté. Et on sait quand même que dans leur stade, Strasbourg est souvent difficile à manœuvrer. Et c'est pour cette raison que ce match-là, on peut s'attendre à deux résultats pour moi. Une victoire de part et d'autre. Donc pour moi, ce sera un double sur ce match-là. Patrice? Alors, pour moi, on a là deux équipes qui ont à peu près le même jeu. On a deux coachs qui proposent un football, comme je dis toujours, offensif, frais, assez dynamique. Strasbourg a fait un championnat magnifique, ils sont 4e, donc c'est leur meilleure place depuis longtemps, parce qu'ils ont justement un jeu qui est ambitieux, et leur nouveau coach, qui vraiment leur a donné un style vraiment complètement différent de ce qu'ils avaient avant, avec en plus Ajor qui est leur meilleur buteur et qui est un grand joueur, je veux dire, aujourd'hui. En face, on a un Camboiré qui a sauvé Nantes l'année dernière et qui continue avec un jeu que je trouve très léché, avec des joueurs quand même assez talentueux, mais effectivement c'est une équipe qui a des faiblesses, qui est un petit peu au niveau défensif un peu fragile, mais dernièrement ils sortent quand même de 4 victoires et un nul, donc ils ont une bonne dynamique. Donc ça va être un match compliqué pour Strasbourg, un match à mon avis intéressant à regarder. Et alors encore une fois, je mets Strasbourg vainqueur parce qu'ils sont encore. Moi, je préfère toujours mettre le vainqueur chez lui, mais Nantes est capable de tout, est capable de la surprise comme du nul. Donc moi, j'ai préféré assurer sur 1 et nul, mais bon, pourquoi pas. Je pense que Strasbourg a l'avantage quand même sur ce match. Guillaume. Ouais, ça va être un sacré match, je pense, deux équipes super offensives. Strasbourg qui était l'une des meilleures attaques encore pas très longtemps. J'ai bien aimé le match qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça contre Montpellier à domicile. Ils étaient menés 1-0 et puis avec du courage. En fait, ils s'arrêtent jamais d'attaquer. Ils n'ont pas de pause en fait. Et Nantes attaque pas mal aussi, donc je pense qu'on verra des buts. Ouais, le rythme est assez soutenu chez ces deux équipes. C'est ces deux équipes, donc surtout que Moses, le Nigérien qui revient à Nantes, ça va faire mal, je pense. Donc malgré tout, je mettrai l'avantage à domicile. Je pense que c'est important, surtout avec les stades pleins. Ce sera une victoire de Strasbourg pour moi, grâce au public. Messieurs, dernier match de première partie, donc entre Troyes et Metz. Alors, Bruno, je te coupe un petit peu, mais je vais directement à Patrice qui va nous dire est-ce que c'est le match bof de la grille? C'est le son de la formule. Le roi de la formule. C'est effectivement le match bof de la grille, parce qu'effectivement, Troyes et Metz, jusqu'à présent, nous ont donné des matchs complètement insipides. Donc le 16e contre le 18e. Voilà. Pendant un certain temps, on avait dit que Troyes, c'était l'équipe qui donnait 3 points. Bon, maintenant, c'est un petit peu moins vrai, mais ce sont des équipes très irrégulières, qui sont avec des styles de jeu très défensifs. Bon, alors, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Oui, à leur décharge, ils ont eu beaucoup de joueurs qui sont partis aussi à la CAN pendant un moment. Metz, effectivement, a souffert de beaucoup d'absences. Mais, alors, paradoxalement, Troyes ne prend pas beaucoup de buts, mais il ne gagne pas non plus beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on a des matchs fat qui sont à 0-0, et c'est pour ça que je confirme, Pascal, ce sera bien un match bof. Et moi, je vois un nul là-dessus, sans aucun problème. Bruno. Mais moi aussi, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le match qu'on coche en premier pour avoir si on a le choix. Je crois que c'est le genre de match qu'on regarde que quand on est supporter de Troyes ou de Metz. Troyes dans l'aube. Mais ouais, moi aussi je vois un bon match nul des familles et peut-être même avec un 0-0. Guillaume. Ouais, bah là-dessus, tu sais, je me souviens du match aller, on avait dit exactement la même chose, c'était un 3 à Metz du coup. Et incroyable, Metz 3. Ouais. Et incroyable, c'est des 3 qui étaient venus gagner des 0 à Metz, on n'avait pas compris. En fait, je trouve que c'est des équipes quand elles sont à domicile, elles sont gênées avec le ballon, elles savent pas quoi en faire et souvent elles sont punies dès qu'il y a un contre. Donc, c'est pas mal Metz à l'extérieur pour le coup. C'est vraiment, je crois qu'ils ont mis 9 points, ils ont mis plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Donc, c'est une équipe qui est plutôt performante à l'extérieur. Ils vont retrouver quelques internationaux africains. Donc, je vais tenter le coup Metz, pourquoi pas. Et en espérant que ça passe. Guillaume, je suis de votre avis. Quel est l'historique? Alors, dans l'historique, entre donc ces deux clubs, des confrontations. Il doit y avoir beaucoup de Ligue 2 là-dedans. Ça a encore équilibré. Donc, 11 victoires pour l'équipe de Troyes, 9
pour l'équipe de Metz et 6 nuls. Donc Ça veut dire on n'a pas. Ils ne se sont pas souvent rencontrés. Et peut-être pas forcément en Ligue 1. Quand il y a un qui montait, l'autre descendait, souvent ils ont juste croisé dans l'ascenseur à mon avis. Ouais, c'est sponsor Otis. Exactement. L'émission on se retrouve tout à l'heure après la première pub. Et puis en attendant, téléchargez l'application Feuille de match pour pouvoir donc affiner vos pronostics. A tout de suite. Ben oui, chers amis, on se retrouve encore avec Bruno Michovigne. Toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Absolument. Patrice, Basile, l'homme de la formule, et Guillaume Michaud, l'homme 14. Peut-être bientôt 15. Cette année. Mais si on continue notre grille, on poursuit donc avec le match entre Reims et Bordeaux. Reims qui reçoit, alors est-ce que le Bordeaux nouveau est-il arrivé avec beaucoup de mouvements aussi au niveau du mercato? Messieurs, moi j'ai osé, je me dis voilà, entre deux équipes mal classées, je vois bien les Bordelais faire un bon résultat à l'extérieur avec ce qu'ils ont dégagé comme dynamique pendant le mercato. Oui, moi je partage ton avis. En plus, ils ont eu des plutôt bonnes sorties ces derniers temps contre toute attente. Et si effectivement la mayonnaise prend avec les nouveaux joueurs, je pense que Bordeaux, tiens, c'est vraiment un match qui sent l'alcool. Mais non, je vois bien effectivement, s'il y a un match qu'il faut bien tenter un petit pari, c'est bien sur ce match-là. Je vois bien les Bordelais l'emporter. Alors voyons les confrontations entre ces deux équipes, donc entre Reims et Bordeaux. Encore très équilibré. On a 23 victoires pour les Bordelais. 25 pour Reims. Ouais, c'est étonnant. Voilà, et puis seulement 13 matchs nuls. Patrice, alors. Oui, c'est un match qui aurait pu être pétillant. Malheureusement, on a quand même deux équipes qui sont un petit peu, on va dire pas malades, mais moi, Bordeaux, franchement, depuis le début du championnat, je n'arrive pas bien à suivre parce que ils ont pris 6-0 contre Rennes. Et puis ils vont battre Strasbourg 4-3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le phénomène justement de sous-estimer une équipe qui fait que alors moi je suis un petit peu de votre avis, je dirais que Bordeaux a plus aujourd'hui la dynamique pour lui, puisque en ce moment ça va pas très fort, ils viennent d'être éliminés en Coupe de France, ils n'ont pas gagné un match en 2022, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu au fond du trou en ce moment. Et je pense que Ekitike qui est leur meilleur joueur et qui d'ailleurs je crois est un petit peu recherché par beaucoup de clubs, notamment Paris Saint-Germain, je crois. Exactement. Ne suffit pas à les sauver, malheureusement. Donc oui, pourquoi pas un retour de Bordeaux, mais moi je préfère miser sur un nul sur ce match parce que franchement, ces deux équipes-là sont tellement mal en point sur le plan, je dirais, psychologique, que je pense qu'elles vont s'annuler un petit peu. Donc je pense que ce sera un match nul sur ce match. Alors Guillaume, le breuvage sans bulle ou avec bulle? Sans bulle, surtout à Reims. Je trouve que ça pétille pas beaucoup. On parlait du Ekitike, on a vraiment l'impression que même lui, en tant que meilleur joueur d'équipe, il a du mal avec ses coéquipiers, quoi. Il se dit je suis en train de faire tout le taf offensif, donc c'est pas facile à Reims, surtout à domicile où il doit faire le jeu. Ils se sont retrouvés avec des matchs où ils étaient en avantage numérique et ils n'ont pas réussi à l'emporter. Et d'autre côté, on a quand même un Bordeaux qui est capable de tout, du 6-0 à l'extérieur, enfin qu'ils encaissent 6 buts à l'extérieur, ils marquent 4 à domicile. Donc là-dessus, il faut, je pense, mettre un double si vous voulez assurer. Et là-dessus, je veux partir sur un match avec des buts, donc soit un 1, soit un 2 avec des victoires. Je pense de prestige pour l'une ou l'autre des deux équipes. Il y en a une qui va couler, je pense. Voilà. Pour le prochain match, messieurs, je vous propose de quitter l'Hexagone et de voyager en terre ibérique pour un match quand même qui tient à dragée haute entre le 4e et le 5e, donc le FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Voyons, avant de commencer l'historique des confrontations, on a encore une fois là, l'époque, je pense l'époque d'or du Barça qui fait qu'il y a 64 victoires, 45 pour l'Atlético et quand même 40 matchs nuls. Donc des équipes qui sont beaucoup rencontrées, 149 confrontations. Bruno,
Allez, on fait un risque sec ou non, ouverture partielle? Ouais, partielle, parce qu'on peut pas du tout miser cette année sur le Barça. Il y a une époque où on se posait même pas la question, on savait en fonction de l'adversaire que le Barça allait l'emporter. Là, il y a quand même pas mal de crises en interne, donc sportif et extra-sportif. Le Barça fait une année, c'est très rare de voir un classement du championnat espagnol et de voir le Barça à cette place-là. Ils sont même un peu remontés, et l'Atlético de Madrid, bon, on connaît, c'est une équipe qui a l'image du coach. Les joueurs changent, mais ils gardent toujours cette volonté d'aller vers l'avant et des fois de se battre jusqu'au bout. Donc c'est pour cette raison que c'est un match qui est très ouvert, et comme je me suis déjà protégé en début de grille avec une couverture totale sur le match de Lille-PSG, alors là je pourrais faire qu'une couverture partielle, et donc une victoire de part et d'autre. Patrice, alors, je rejoins Bruno. Effectivement, on a en face de nous, on a dans ce match Barcelone-Atlético Madrid, qui il y a 2 ans encore était un choc, véritablement, entre les 2 meilleures équipes quasiment du championnat avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, on a 2 clubs malades, en tout cas qui essayent de revenir au niveau où ils étaient, puisque et le Barça et l'Atlético de Madrid ne sont plus les équipes qu'elles étaient avant. Alors le Barça, depuis quelque temps, on retrouve quelques couleurs. Depay a su tenir la dragée haute quand même pendant un moment. Mais par contre, il n'est pas là, il est absent aujourd'hui, dimanche. Atlético de Madrid, c'est pareil. Griezmann est absent. Depuis quelque temps, c'est un club qui tourne au ralenti, qui se fait battre par pas mal d'équipes. Ils ne voyagent pas bien, d'ailleurs qu'ils ont du mal à l'extérieur. Donc, normalement, ça devrait être un choc, et malheureusement, ça va être un match, à mon avis, assez classique, assez insipide, où tout le monde va se regarder un petit peu en chien de faïence. Alors moi, j'ai préféré mettre ma couverture totale, parce que, bon, par définition... Ça, tu es nostalgique. Voilà, je me dis que tout peut arriver sur ce match, de toute façon, tout peut arriver. Donc j'ai assuré le coup, puisque c'est quand même le 5e contre le 4e. Donc voilà, mais si je devais avoir un pronostic, je dirais que Barça a la faveur de jouer chez eux, puisque quand même à Barça, au Nou Camp, normalement... Oui, mais c'est quand même un club, un stade en ce moment où tu n'as pas tellement l'approbation du public. Bah oui, c'est clair. On a un public qui est quand même grincheux, qui a tellement été habitué au caviar, et là tu leur fais manger des chips, c'est pas top. Sûr, hein. Alors c'est vrai qu'il y a près de 15 points qui séparent le 4e et le 5e du Real, qui navigue déjà à 50 points. Voilà, c'est deux équipes qui sont malades, et il va falloir qu'une des deux sorte du lot. Je pense déjà les objectifs ils ont dû changer par rapport au début de saison. Ils espéraient peut-être les premières places du côté de l'Atlético Madrid, ils n'y seront pas clairement. Là ils se battent pour la 4e place pour l'accès à la Ligue des Champions quand même. C'est ça. Il y a quelques années c'était peut-être une affiche de Ligue des Champions, là ça ressemble à une affiche de Conference League presque, j'ai envie de dire. Alors je pense que ce qui va jouer sur ce match-là, ça va être, je pense, c'est dynamique. On a un Atlético qui était à peu près correct en début de saison, et au fur et à mesure que les journées avancent, on les sent un peu plus friables. Ils n'ont pas eu un mercato extraordinaire non plus. De l'autre côté, on a un Barça qui a réussi à faire quelques coups. Même un match qu'ils ont perdu face au Real Madrid, on s'était dit quand même, on pensait pas qu'ils pouvaient jouer à ce niveau-là quand même. Et les apports qu'ils ont eu pendant ce mercato-là, on pense à Aubameyang qui va retrouver son pote de Dortmund, Dembélé, ça va être sympa à voir. On pense à Ferran Torres aussi, donc offensivement, il a quand même un peu de matière, Xavi, et je pense qu'il va pouvoir peut-être surprendre Diego Simeone, qui ne sait pas trop à quelle équipe attendre en face. J'ai tendance à dire que depuis que Torres est arrivé, il arrive à trouver des solutions. Ça change tout. Ça change tout. On a un joueur qui est un pur passeur, Ferran Torres, et qui lui délivre des caviars et lui c'est un joueur de tête. On découvre des gens beaucoup plus percutants. Donc tout à fait, c'est fait. Et en plus, avec des joueurs rapides comme Aubameyang, ça peut être pas mal sur les côtés. Ouais. Donc je vais quand même assurer, parce que ça reste quand même l'Atlético. Donc avec le nul, l'Atlético, ça arrive très très souvent. Mais sinon, ce serait une victoire du Barça pour moi. Messieurs, pour le match suivant, le Betis de notre ami Fekir contre le Villarreal, le sous-marin jaune de Moreno. Alors messieurs, le 3e contre le 7e, encore les confrontations, on voit que c'est encore très équilibré. 14 victoires pour le sous-marin jaune, 12 victoires pour le Betis de Fekir, et puis 9 matchs nuls. Alors, Fekir, le génie de la lampe,
Bruno? Oui, je pense que j'en ai bien envie parce que c'est un joueur que j'apprécie, que j'ai tellement apprécié à Lyon, un magicien. Malheureusement, on se souvient tous de son opération et de sa rupture des ligaments croisés. On sait que chez un footballeur, c'est peut-être le pire qui puisse arriver parce que ça change tes appuis. On a connu ce Fekir capable d'avoir un ballon qui lui colle au pied. On n'a jamais revu vraiment à son niveau lyonnais, mais néanmoins, c'est vraiment un joueur où je paye pour aller au stade. Donc franchement, j'aimerais bien qu'il puisse encore faire son équipe du Betis de Séville grimper. Donc ça sera pour moi le 1 sec. Patrice? Je rejoins Bruno parce que le Betis Séville a vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est une équipe qui depuis le début du championnat marche très très bien, qui a une équipe solide à domicile en plus. Donc effectivement en face, et en plus cet après-midi ils ont battu Real Sociedad 4-0, donc c'est quand même pas rien. Non, c'est une équipe qui a cette année trouvé un vrai équilibre, une force de frappe, et je pense que Villarreal va souffrir. Et en plus Villarreal voyage mal. Villarreal a du mal à l'extérieur. Voilà. Donc ils sont sous-marins un peu. Donc je rejoins effectivement Bruno sur le victoire de Betis Séville parce que je pense que c'est une équipe qui, tout de suite après Real Madrid, peut arriver à se qualifier même pour la Champions League et puis carrément devenir une grande équipe d'Espagne. Guillaume, donc le Betis qui est à 6 points de Séville, le second, le Dauphin, de Real, qu'est-ce qu'on en dit? C'est à la fois une surprise, mais après quand on les voit jouer, on se dit c'est mérité. C'est Emmanuel Pellegrini qui est le coach du Betis, c'était l'ancien entraîneur notamment de Manchester City pendant pas mal d'années. Et c'est un gars, on l'appelle l'architecte, c'est pas pour rien, c'est un gars qui est vraiment capable de construire des équipes de A à Z. Moi j'adore ce gars, je suis fan tout simplement. Et en face c'est un entraîneur que j'aime un peu moins. Qui a pris des remontadas malheureusement et je pense que il met un peu moins les joueurs en confiance personnellement moi je trouve, donc je mettrais plutôt le Betis là-dessus et puis même si c'est une raison de cœur, j'aime bien voir le Betis jouer, donc il n'y a pas de problème, je pense qu'ils vont l'emporter. Messieurs, dernier match donc de cette deuxième partie entre le patron de la Liga, donc le Real de Madrid qui va affronter le Granada avec une défaite dans la besace, en coupe, contre-performance du solide leader de la Liga face à Bilbao. Est-ce que cette défaite va compter psychologiquement, Bruno? Alors est-ce que le Real va dérouler contre Grenade? On sait, entre nous savons ici que on a eu de bonnes surprises depuis le début de saison. On sait très bien que leur goléador n'est pas là. Vinicius Benzema. C'était bonne celle-là. Et du coup, mais quand même, même sans Benzema, c'est quand même, malgré la défaite d'aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui a quand même aussi, comme le PSG, je pense qu'on va être proche de l'équipe type. Et cette équipe aura besoin de montrer des choses, surtout après cette défaite-là. Et je pense que Grenade va vraiment subir la vengeance des merengues. Donc pour moi, sur ce match-là, même avec un Real un petit peu en difficulté, avec des absences, il a vraiment le quoi, en tant que leader de cette Liga, d'écraser la Grenade. On sait par expérience que pour empocher la grosse cagnotte de cette grille, il faut trouver des surprises. Alors, on en a déjà parlé avec Nice-Clermont. Real Madrid, depuis quelque temps, effectivement, a du mal avec les petites. Alors, c'est sûrement parce qu'ils ont du mal à se concentrer sur le sujet quand ils jouent contre des Elche, contre lesquels ils ont perdu. Ils ont perdu contre Retafe. Et pourquoi pas contre Granada. Comme tu dis souvent, les petits jouent leur match de leur vie contre aussi. le Real. Donc, effectivement, Benzema est absent. Vinicius, je crois, aussi. Oui, il est là-bas, il est au Brésil. Et voilà. Et alors, c'est peut-être le moment de sortir Camavinga, puisque j'aimerais bien voir Camavinga au Real, voir ce qu'il fait, etc. Mais franchement, normalement, Real devrait gagner ce match, bien évidemment, parce que, comme l'a dit Bruno, ils ont un effectif, ils ont un milieu de terrain fabuleux, ils ont tout ce qu'il faut pour aller écraser cette équipe de Real. Mais on ne sait pas, peut-être que ça peut. Donc moi, je dirais, je conseillerais aux parieurs peut-être de choisir victoire et pourquoi pas victoire de Canada. Tu penses que le Grand Real peut exploser à la Grenade? Attends, mais pourquoi pas? Ils ont perdu aujourd'hui contre Bilbao, ils peuvent très bien perdre contre Granada aussi. On ne sait pas. Donc moi je dis
si on veut trouver des surprises, c'est peut-être là qu'on va la trouver. Voilà. Guillaume? Moi, on pourra avoir une surprise parce qu'on va pas avoir Benzema, on va pas avoir Vinicius, on va avoir qui en attaque, Jovic et peut-être Asensio. Ça fait pas spécialement rêver. Après, le milieu de terrain de Real Madrid, il veut marquer des buts aussi. Donc, Modric, il est quand même sans Kroos sur un petit nuage aussi en ce moment. Très dur à battre en ce moment, comme le Real, malgré tout. Et alors, quand il joue à domicile, ils se permettent moins de faire les malins, ils sont un peu plus sérieux parce qu'ils savent que le public derrière il les regarde, tu vois, donc, C'est clair, sinon on balance les petits foulards blancs. et puis ça va vite à Madrid, hein. Il est avec l'empire médiatique autour du Real Madrid, tous les jours, voilà, vous êtes scrutés, observés, vous dites un petit truc, il y a la petite caméra qui vous observe et qui va dire il a dit ça en masquant, voilà. Enfin, voilà. Donc je pense qu'ils seront très sérieux malgré tout et que malgré les difficultés en termes d'effectifs, ils vont l'emporter pour moi. Ok, mesdames et messieurs, en attendant de pouvoir avoir les derniers chiffres qui vous permettront de gagner ce pactole dimanche, on nous cours de pub et on se retrouve très rapidement. Eh bien oui, de retour sur le plateau avec nos Félimiers, nos experts, donc Guillaume, Patrice et Bruno Michovin, toujours est-il la profondeur de banc de l'équipe TV, avec cette grille, l'autofoot numéro 15, avec un pactole de 500 000 euros pour seulement 96 euros, donc soumise par la Française des Jeux, messieurs. Donc le match suivant, allez, un petit voyage au pays de Lorelai, donc le plus célèbre spectacle. Allez, en Allemagne, entre Bundesliga, entre donc Dortmund et Leverkusen. Donc le deuxième contre le troisième, pourtant qui sont séparés par près de 8 points quand même. Il y a une belle avance pour Dortmund. Et on voit donc, au niveau des confrontations, donc 29 victoires pour le Bayer Leverkusen, 34 pour le Borussia Dortmund et 22 matchs nuls. Messieurs, à l'ombre du géant, bien évidemment, l'ogre bavarois, donc le Bayern de Munich. Voilà, est-ce que le Bayern va pouvoir, Leverkusen va pouvoir créer la surprise donc à Dortmund qui marche plutôt bien en ce moment, Dortmund qui a un dauphin assez solide. Bruno, Moi je pense pas, je pense que Dortmund c'est quand même très fort. Tu l'as dit, c'est vrai que Bayern est troisième avec 8 points de différence qui montrent quand même l'avance prise par les deux premiers du championnat de Bundesliga. Et à mon sens, en plus avec dans leur équipe un monstre qui est Haaland, je pense que franchement le Borussia Dortmund va l'emporter, donc ça sera le 1 pour moi. alors Patrice, les atouts offensifs du Bayern, peut-être déjà bon, si c'est le deuxième contre le troisième, on sait que c'est un match à 6 points, c'est quand même un match important, donc les deux équipes vont quand même être assez motivées. Alors, je rejoins Bruno, c'est vrai que Dortmund aujourd'hui, avec ses Haaland, Hazard, je parle du frère, c'est une équipe quand même qui a de plus en plus d'atouts offensifs et qui a prouvé que c'était une équipe qui pouvait rivaliser avec le Bayern, pourquoi pas. Et puis à côté, il y a le Leverkusen, c'est pas mal non plus. Mais c'est pas aussi fort que Dortmund. Et c'est vrai que Haaland, c'est un tel monstre devant que capable de tout à tout moment. Est-ce que c'est même pas mieux que Mbappé? Je sais pas, parce que il a tout. Il a la vitesse, il a la force, il a la motivation. On dirait Ibrahimovic à ses débuts. C'est un peu ça. Tu vas avoir le courroux de certains supporters de Mbappé qui envers et contre tout supportent Mbappé, mais bon. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire. Donc moi je mettrai évidemment l'avantage à Dortmund, parce que d'abord Dortmund joue encore une fois chez eux à domicile, et que Leverkusen, ça reste quand même un peu faible derrière. Et que contre Dortmund, un grand Dortmund, je pense que ça passera pas. Donc je mettrai Dortmund dans un super stade aussi. Voilà. Guillaume, c'est très sensible aux chiffres. Moi, j'ai vu plusieurs matchs où Dortmund a à chaque fois dû renverser un peu. Ils étaient menés. Voilà. C'était pas terrible défensivement. Il a fallu chaque fois, comme il dit, comme Patrice dit, chaque fois une attaque qui renverse à la 80e minute. Voilà. Est-ce qu'on l'a encore face au troisième? Ils vont pouvoir
voilà, remporter la mise. Bah c'est ça, en plus de la grille, moi j'aurais fait un autre pari, c'est le nombre de buts qu'il va y avoir dans ce match. C'est ça. Parce c'est que ça. Ils vont en prendre aussi. on parle de Lewandowski, mais il y a quand même 2 sacrés buteurs dans les 2 équipes. C'est ça. L'un qu'on met souvent en duel avec Mbappé, effectivement, par rapport à leur précocité et leur jeunesse, effectivement, pas dans le style. Et de l'autre côté, Patrick Schick, qui nous a illuminé pendant l'Euro et qui depuis le début de saison marque but sur but. Donc je pense qu'ils vont marquer tous les deux. Ce sera un match, je pense, très équilibré finalement. Je mettrais donc le nul à la base et puis Dortmund, parce que c'est vrai que sur l'ensemble de l'effectif, ils ont un peu plus de qualité derrière que les Leverkusen, qui est quand même finalement assez faible derrière. Donc le nul ou la victoire à domicile pour moi. Je pense un petit peu comme vous dans ce match-là. Messieurs, allons donc un peu plus au sud. Là, il fait un peu plus chaud que dans cette zone tempérée bavaroise et germanique en Italie, avec une confrontation entre le Venezia, qui est connu peut-être plus autre chose que son football, face au Dauphin. Au Dauphin, le deuxième, il y a quelques semaines, messieurs, il me semble que nous avions des inquiétudes. Et 3 victoires d'affilée ont fait qu'aujourd'hui, le Dauphin, même si l'Inter a un match en moins, Naples se présente quand même dans une bonne posture face à un modeste 17e. Est-ce que c'est l'équipe 3 points, Patrice? Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais ça me fait toujours bizarre de voir le nom de Venise voilà, ça. En Serie A. Non, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont tellement été habitués à fréquenter soit la Série B, soit la Série C. Donc bravo à eux. Mais ce Naples-là, qui a eu un petit passage à vide à un moment donné, est bien évidemment trop puissant et surpuissant pour être inquiété à Venise. Et c'est clairement pas à Venise que Naples va prendre l'eau. Alors, Patrice, est-ce qu'on laisse les gondoles à Venise ou on laisse des valises? Alors, déjà, je voudrais revenir sur ce stade de Venise, parce que le stade de Venise, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un stade qui se trouve sur l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il faut y aller en bateau. Il faut se rendre en bateau sur le stade, parce que le stade est sur une petite île qui est bordée d'eau. Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'on se croirait vraiment dans un endroit pittoresque. Et ça peut créer des problèmes aux équipes qui viennent là. Et je me rappelle que la Juve avait fait match nul contre Venise. Et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont arrivées là en disant mais où on est là? Donc, alors, d'un côté, effectivement, on a un Naples qui, depuis le début de la saison, fait un championnat extraordinaire, qui a été longtemps leader et qui, malheureusement, depuis quelques temps, a eu quelques ratés, donc il se retrouve un petit peu distancé par rapport à l'Inter, mais ils se battent surtout aujourd'hui pour être en Champions League et chaque point compte. Donc je pense qu'ils ne vont pas venir là en touristes, même s'il y a des gondoles et qu'il y a de quoi faire. Mais bon, je pense que les Osimhen, les Lozano, les Zielinski, qui sont quand même leurs meilleurs joueurs, vont s'appliquer et qui vont aller gagner ce match. Mais attention, parce que à Venise, c'est jamais facile de gagner. Encore une fois, parce que le terrain est particulier, c'est pas du tout le Nou Camp. Ça ressemble plutôt au stade de Benao. Hein, donc, méfions-nous. Bon, et donc quand on parle de surprise, ça pourrait peut-être être une surprise. Mais je vais quand même mettre Naples en vainqueur parce que logiquement, c'est Naples qui doit l'emporter. Le stade s'appelle Stadio Pierluigi Penzo. Voilà. Et on peut y aller, il y a des petits ponts. Voilà. C'est romantique tout ça. Alors, c'est mignon. Hein. Guillaume, romantisme ou pas que baptisme? Pas de baptisme à 100%. Hein. Le seul petit bémol peut-être côté Naples, c'est que la finale, Koulibaly va jouer la finale de la CAN, donc il sera forcément absent. Après ça, à moins que ce soit un match de waterpolo, je vois pas comment Venise peut battre Naples. Ils ont fait quelques surprises en début de saison, mais là on parle quand même de Naples qui fait mine de rien. Il n'y aurait pas l'Inter, il n'y aurait pas Milan. Logiquement, ils seraient en train de jouer le titre. Mais c'est parce que l'Inter fait une superbe saison, ils ont gagné tous leurs matchs dernièrement, qui sont distancés. Mais c'est un très beau Naples, hein, attention. Alors pour le plaisir, est-ce qu'on peut voir quand même l'historique des confrontations? Sans suspense. De toute manière, il n'y a aucune victoire de Venise, hein, tout simplement, donc en 7 matchs. Mais ils ne sont pas beaucoup montrés, évidemment, 7 fois. Est-ce que ça en coupe? Oui, je pense que ça en coupe, à mon avis. Hein. Alors, 4 victoires pour les Napoli et 3 nuls. 3 nuls. Et 0 défaite. 0 défaite. Ah oui, quand même. Donc voilà, c'est sans cadeau. suspense. Voilà. Cadeau. Normalement, pour la grille, c'est quand même pas mal pour nos parieurs. Valeur sûre. Ouais, je pense qu'on va s'en gondolier, à mon avis. Victoire à l'extérieur pour le Napoli. En plus, je rajouterai une chose, c'est que Venise a un problème avec le Covid. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont atteints du Covid aussi. Alors, le Covid a réussi à entrer à Venise. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est fou. En gondole. Alors, messieurs, pour le prochain match, on retrouve une équipe
équipe donc, qui a été très très concernée par le mercato, on en a parlé tout à l'heure, le 5e, la vieille dame qui est dans la tourmente, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements d'entrée et de sortie. 5e, 42 points, plutôt dans une phase, on va dire, plutôt positive depuis quelques matchs, face à cette équipe toujours surprenante, qui est l'AS Vérone, qui est hélas Vérone, mais pourtant chaque fois on a eu de bonnes surprises, des fois à miser sur cette équipe-là, face aux gros, ils aiment bien les gros en tout cas, et puis ils sont 9e finalement, ils sont pas deuxième partie de classement, ils sont là, solides, on va dire 9e. Bruno, toi qui aimes beaucoup Cagliari, peut-être que c'est du hélas ou Juventus? La Juve, non, je dirais, mais hélas pour Vérone, c'est quand même la vieille dame qui va l'emporter. C'est vrai que, et tu l'as bien dit, cette équipe de Vérone a souvent été un peu l'équipe empêcheur de tourner en rond. Mais certainement pour ce que tu dis, Patrice, parce que quand les gros rencontrent Vérone, ils se disent bon, ben c'est bon, ça va le faire. Mais non, la Juve n'est pas à sa place. C'est vrai qu'ils ont eu pas mal de blessés. On pense notamment à Chiesa qui marchait sur l'eau en début de saison et qui a eu vraiment une sale blessure et qui ne va pas revenir de sitôt. Et c'était vraiment le joueur qui plantait des buts pour la Juve, mais il y a quand même assez de monde pour faire le job et l'emporter à la maison. Oui, je suis d'accord. Incontestablement, la Juve a réussi son comeback parce que c'est vrai que pendant un moment, ils avaient du mal. Bon, encore une fois, le départ de Ronaldo, etc. Et puis, très vite, ils se sont ressaisis. Ils ont retrouvé un équilibre, une équipe très homogène. Et c'est vrai qu'ils ont fait une super remontée depuis le début du championnat. Ils étaient mal placés. Et là, maintenant, ils ont enchaîné, je crois, dans les 9 derniers matchs, ils ont fait 6 victoires et 3 nuls. Donc, ça veut dire qu'ils ont une équipe de plus en plus solide. Les Dybala, les Morata, ça marche bien. Alors, effectivement, en face, on a Hellas Vérone. Alors, Hellas Vérone, pendant un moment, on s'est dit, bon, c'est une équipe qui donne des points, etc. Mais il y a toujours des surprises. Il y a toujours un moment où ils sortent un match fulgurant. Donc, on ne sait pas. Et c'est vrai que ça peut être une surprise. Bon. Mais a priori, la Juve, aujourd'hui, ils sont vraiment partis avec la fleur au fusil. Et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, ils vont gagner ce match. Voyons donc l'historique des confrontations avant que Guillaume puisse donner ses pronostics. Alors, 40 victoires pour la Juve. Il n'y a pas photo. 18 matchs nuls et seulement 13 victoires pour l'Hellas Vérone. De quoi donner quelques indications. Alors ça quand même, il y a une lecture, on se souvient quand même pour des raisons administratives et pas que. Pas que, mais bon, on va rester light. On se souvient que la Juve a dû faire quand même un petit séjour en Série B. Après le juridique et le judiciaire. Et je pense que c'est vraiment dans cette période-là où Vérone a pu engranger des victoires contre la Juve. Mais il faudrait qu'on regarde, mais je pense qu'en Serie A, pas beaucoup de... Donc c'est vrai qu'un camembert, il faut le déchiffrer et ça a son importance. Alors Guillaume, valeur sûre ou on prend risque cette... Alors attention à l'Hellas. Hélas, c'est une valeur sûre hein, depuis le début de saison. Je les avais joués contre des gros, l'Inter, ils sont sur 2 victoires. Les équipes en face, elles bataillent. Hein. Ils ont un duo d'attaquants qui est même plus performant que les attaquants de la Juve, avec Caprari et surtout Giovanni Simeone qui est capable de vous mettre un quadruplé dans n'importe quel match. Donc attention. Ça aurait été il y a un mois, j'aurais peut-être mis même la surprise. Ce qui va jouer, c'est Dusan Vlahovic qui arrive à la Juve. On a parlé en début d'émission. Ouais. Le gars, c'est un tueur. C'est lui qui va sûrement marquer le but de la victoire, je pense, sur ce match-là. Très bonne acquisition de la vieille dame. Alors, s'il est titulaire, miser sur la Juve. S'il rentre en cours de match, parce qu'il est pas. Non, il sera titulaire. Quand ils ont mis combien 80 millions. Logiquement, il sera titulaire. Hors taxe. Avec Dybala qui revient bien pour les filer des passes, donc ça va être pas mal, je pense. Dybala qui revient, on pensait vraiment qu'il aurait. Lui, c'est pro alternatif. Blessure, pas blessé, pas blessé. Là, je crois qu'il joue. En ce moment, il joue plutôt. Donc, même si Chiesa n'est pas là, je pense que cet atout-là. Et puis là, ils ont fait un peu de ménage au milieu. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet à d'autres joueurs de s'exprimer. Je pense que Betancourt n'est peut-être pas fait pour la Juve. Voilà. Donc, je pense que ça va être pas mal.
Moi, j'ai soit le nul, et le nul, parce que hélas, c'est une équipe qui peut être très surprenante. Hein. Et au niveau des stats, je sais pas s'ils comprennent, parce qu'il y avait Chievo Vérone qui était l'équipe rivale, qui jouait dans les mêmes couleurs en plus, et qui a plus ou moins fusionné avec l'hélas, donc je sais pas si ça comprend aussi les matchs du Chievo. Faudra poser la question. On va se renseigner. On va se renseigner sur les stats, c'est important. Hein. Comme nous disent dans l'oreillette. Voilà. Mais messieurs, pour le match suivant, le match 13, c'est un match qui était réservé comme le 14e donc à la CAN pour la petite finale. Forcément, la grille va être modifiée puisque ce match-là a été avancé à samedi et donc notre grille était validée dimanche. Donc nous allons pas pouvoir trop en discuter. Nous allons passer directement au 14e match puisque ça c'est la finale de la CAN. Nous avons maintenant des certitudes sur cette confrontation entre le Sénégal, donc les Lions de la Teranga face aux pharaons égyptiens. Messieurs, match ouvert, est-ce qu'en la latitude il y a eu beaucoup de matchs à prolongation du côté des Égyptiens, des pharaons? Est-ce que le Sénégal vient aussi avec mon petit Bouba Dieng, Idriss Gueye et puis Sadio Mané? Et puis on a l'impression, je le dis même en introduction, je ne sais pas si on a des confrontations en tout cas, parce que le titre, bien évidemment, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le derby de Liverpool entre eux-mêmes, entre les deux, l'appel attaquant Mané Salah. Les deux stars. Les deux stars, hein, et je le dis en passant, même en leur absence, le club continue à engranger les victoires. Messieurs, il y a un Sénégal qui, à mon sens, lors de la compétition, a monté des signes d'inquiétude en début. Et puis, un peu comme lors de la France de 98, montant en puissance. Et puis, on a l'impression que rien n'arrêtera ces Lions-là en finale. Bruno? Alors c'est un match qui est sur le papier magnifique, hein, on l'a dit, il y a vraiment une très très belle opposition. C'est vraiment un match que je pense que tous autour de cette table on a hâte de voir, et de voir cette confrontation justement entre ces deux joueurs, les deux stars de Liverpool. C'est fabuleux, ces joueurs qui sont un peu les capitaines et les fers de lance de leur équipe respective. Non, c'est un match qui est vraiment... qu'on va prendre beaucoup de plaisir à Yaoundé, je pense avec un stade plein, même si le Cameroun a été éliminé. Mais oui, moi je me régale, et à vrai dire je sais même pas quel est le pronostic, parce que si on analyse bien vraiment, et tu seras d'accord avec moi, tout est possible sur ce match-là. Alors la particularité d'un match comme ça sur une coupe en finale, c'est qu'on doit vraiment donner un pronostic à la fin du temps additionnel. Donc pour moi je vois c'est compliqué, j'aurais tellement envie de mettre une couverture là-dessus, mais je ne peux pas me dédire, je l'ai déjà fait. Je verrai une victoire des deux équipes. Je vois pas mais de l'autre alors. D'accord. Patrice? Alors, puisqu'ils en est là pour donner des pronostics, essayons d'analyser la chose. Exactement. Donc on a d'un côté effectivement le Sénégal qui s'est brillamment qualifié, qui nous a montré une équipe qui moi m'a beaucoup séduit, parce que c'est une équipe qui s'est avancée, qui s'est reculée en même temps, et ça c'est très important. On a un Sadio Mané qui est de feu, qui pour moi est le joueur qui va faire la différence dans cette finale probablement, et qui n'a jamais gagné la CAN. C'est-à-dire que le Sénégal est vierge de toute victoire sur cette compétition. Et donc ils ont les crocs, comme on dit. À mon avis, c'est le moment ou jamais pour eux. Donc ils vont être hyper motivés. Ça me rappelle un peu la France contre le Brésil en 98. Et puis vous avez d'un autre côté l'Égypte, qui vient de se qualifier difficilement après 3 prolongations. Donc je les ai vus vraiment à la fin de ce match assez fatigués. Et même Salah, que j'ai trouvé un peu assez apathique dans ce match. Qui a raté une grosse occasion. Qui a donc gagné 7 fois cette compétition. Voilà. Alors, moi je dis, je donne l'avantage au Sénégal, parce que c'est une équipe qui a envie, à mon avis, de gagner cette compétition beaucoup plus que l'Égypte. Ils ont plus faim. Ils ont plus faim, voilà. Mais, comme disait Bruno, et comme disait aussi Pascal, ça va être un beau match, magnifique, parce que c'est deux belles équipes d'Afrique qui montrent que le niveau aujourd'hui de l'équipe africaine est super. Et je rejoins effectivement Bruno sur l'idée que cette CAN n'est pas suffisamment bien valorisée.
et que les équipes africaines aujourd'hui devraient être, enfin les nations africaines devraient être beaucoup plus mises en avant que ça. On les verra en Coupe du Monde, je pense, on va avoir des surprises. Donc voilà, donc je pense que ça va être une belle finale et je pense que le Sénégal va gagner à la fin. Voilà, c'est ça mon pronostic. Guillaume? Bah, ça me fait plaisir. Un peu l'Égypte, c'est l'équipe qui dominait la CAN dans les années 2000. Et le Sénégal, au début des années 2000, c'était pas mal aussi. En 2002, ils avaient une magnifique équipe avec des Dieng, des Papa Bouba Diop, le fameux. Voilà, ça rappelle des beaux souvenirs pour moi. Et là-dessus, j'aime bien ce Sénégal-là. Je trouve qu'ils ont une équipe très complète. C'est l'équipe avec, en termes de coût d'effectifs sur le site Transfer Market le plus élevé. C'est-à-dire qu'individuellement, ils ont des joueurs avec beaucoup de valeur. Donc très complète. Et d'un côté, on a juste l'Égypte qui s'appuie sur ses joueurs clés. Bon, Mohamed Salah en attaque, c'est lui qui fait clairement tout pour l'équipe. Donc s'il est dans un mauvais jour, il va pas marquer, c'est compliqué pour l'Égypte. Ils ont Elneny au milieu qui arrive à faire la transition. Mais je trouve qu'ils ont moins de garantie collective. Et quand on regarde un peu les dernières compétitions qu'on a eues, à la fois l'Euro, même la Coupe du Monde, c'est les équipes collectives qui l'ont emporté. Donc, on se retrouve pas quand même en finale de la CAN par hasard. Hein. Je trouve pas qu'ils ont... Ça aurait pu être quelqu'un d'autre pour moi, honnêtement. Quand on voit le match nul contre le Maroc. Quand tu as une équipe qui sort sur 3 prolongations, c'est quand même énorme. Ça veut dire que c'est une équipe qui est capable de ressortir au plus profond d'eux-mêmes un instinct victorieux. Il faut se méfier, méfiez-vous du. Alors on a tous envie, c'est vrai, tu l'as dit Patrice, Sénégal, on est tous sénégalais quelque part. Est-ce la bonne? La 4e finale. Et on a tous envie de cette première. Ça sera sympa. Mais du coup. L'histoire serait belle en fait. Donc ce serait la 3e finale. Voilà. Moi, je face à l'expérience de 7 titres pour l'Égypte. Oui, mais ça fait longtemps, c'est plus les mêmes joueurs. Ils ont passé. Et je pense que ça peut même les desservir. Le fait qu'ils aient eu des ancêtres, des anciens qui ont vraiment réussi à. Des pharaons qui ont brillé dans les années. Avec leur gardien, leur numéro 9, Hassan, c'était extraordinaire. Donc là. Et comme les finales, c'est souvent 0-0. C'est souvent des 1-0. Très très souvent. Là, je vais mettre 1-0 d'un côté ou d'autre. Je me dis peut-être sur un petit but, l'Égypte, hop, il se recroque vite derrière, Mohamed Salah qui met un penalty, c'est possible aussi. Donc le 1 ou le 2 pour moi. Moi je reste sur une victoire nette du Sénégal, 2e finale d'affilée. Il faut concrétiser. Et puis tu l'as dit, il faut rester sur ce que tu as dit, les fondamentaux du gardien de but jusqu'à l'attaque. On a quand même ce qui se fait de meilleur en Afrique. Et je ne parle même pas d'entraîneur très discret, mais Aliou Cissé, Un grand frère. Vraiment un grand frère. Ouais, il y a ce côté. Il y a une patte Cissé. Et puis quel destin pour Edouard Mendy, qui sortant de là où il est sorti en France, c'était à quel club il était, Edouard Mendy? Il était à Lille. Il était dans le Nord en tout cas. Et qui se retrouve à gagner la Champions League et qui va peut-être devenir champion d'Afrique. Magnifique. Et puis il le mérite. Mais sur la transition toute faite pour passer à un rubrique par la défense qui sera annoncée par Guillaume. Tu connais déjà plus ou moins le sujet, on l'a annoncé en début d'émission. Le 2e gardien égyptien a été blessé lors du match contre le Maroc en 2e mi-temps, me semble-t-il. Et il a décidé de ne pas sortir et de rester le terrain malgré la douleur. Il y a eu plusieurs épisodes même pendant le match où on lui a redemandé est-ce qu'il était prêt. À chaque fois, il s'asseyait, il se reposait, il se remettait à jouer. Ça a provoqué de nombreux arrêts de jeu. Donc, je te laisse défendre ton client. Après le générique. Mais évidemment. Ben oui, téléspectateurs, les chroniqueurs, les juges d'un jour, toujours ces accusations. Et c'est vrai que là, j'ai eu l'occasion de parler. Moi, ce qui m'a marqué dans cette CAN, c'est évidemment la patte des gardiens. Et moi, je pense que la première ligue, notamment, on connaît les casquettes légendaires de toutes ces séries de gardiens. Il ferait mieux, à mon sens déjà, d'aller recruter dans cette CAN du gardien du Malawi jusqu'à ce gardien Gabalski, Abou Gabal, 2e gardien de l'Égypte, donc pas par hasard comme dit Bruno en finale. En tout cas pour moi il y a eu la qualité, j'ai apprécié, il y a eu des arrêts de ouf comme on dit, des arrêts extraordinaires durant cette CAN. Moi j'ai pris le temps en trouvant ici et là donc des diffusions de ces matchs pour pouvoir savourer ces comportements de gardien. C'est vrai que cette accusation, en tout cas sur ce gardien de l'Égypte, vient à mon sens dans de bonnes dispositions
solution parce qu'effectivement, on peut reconnaître que ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. Lorsque vous avez un entraîneur qui a l'autorité pour le faire, vous demande de sortir, puisqu'on parle de ce match de quart de finale où il était déjà donc entré donc à la suite de la blessure, je crois, c'était le tour d'avant. En tout cas, il était le deuxième gardien. Il avait peut-être problématique d'entraînement un peu juste. Et là, il commençait à avoir des crampes multiples à la fin du match. Et c'est vrai qu'à un moment, peut-être que l'autorité du sélectionneur vous demande de sortir. Et c'est vrai qu'on a été perplexe parce que tout le monde a été témoin du fait qu'il s'est raidi, il est resté, il a coûte que coûte jusqu'à la fin du match. Donc, il est resté dans le match face à cette équipe en quart. Et c'est vrai que très vite, moi je me suis rapproché de mon client et demandé mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ton comportement et qu'est-ce que tu attends de la suite. Et là il s'est rassuré, il m'a dit écoute, c'est un petit pépin physique. Moi je sais que non seulement je ne serai pas sanctionné par mon sélectionneur, mais je jouerai la demi-finale. Alors j'ai scouté, inquiet, et quand j'ai découvert effectivement, comme vous, il était titulaire en demi-finale aujourd'hui, ce jeudi, contre le Cameroun. Alors Gabaski, titulaire, voilà. Donc ça veut dire quelque part que il y a peut-être cet état de nécessité où il s'est dit, lui, j'ai une mission. Et puis, messieurs, un peu de panache. Des fois, on a l'impression, je ne sais pas si vous partagez la même vision que moi, on a l'impression que le football moderne, moi, j'ai un peu quand je vois des matchs de Beto, Romario, Sojkov, il y avait des hommes de caractère un peu à la Bruno. Des gars qui, au-delà du foot, ils étaient plutôt marqués par la personnalité, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, on a plutôt chaque fois des remarques sur le comportement ou bien les caprices de star, alors qu'à l'époque, il y avait du panache. Et le panache, peut-être de lui, de Gabaski, c'est de se dire que je vaux le fait de pouvoir continuer à rester près de mon équipe. Et c'est ce qu'il a montré, messieurs, avec ce match. Il fait deux arrêts au niveau des tirs au but, qui contribue, en tout cas grandement, à qualifier l'Égypte pour la finale. Donc je pense que à ce moment-là, au niveau de sa peine, ça ira plus sur une dispense de peine avec, on va dire, des travaux d'intérêt généraux qui ont consisté à arrêter deux pénaltys. Voilà, donc il a déjà sanctionné ces travaux généraux, donc ce sera un petit rappel à la loi, attention, mais en tout cas, beaucoup de panache pour ce joueur, pour ce gardien de but, qui s'est senti investi d'une mission après la défection du titulaire. Après, je vais juste abonder dans ton sens et à la défense de ton client en disant que là il ne s'agit pas d'une décision tactique d'un joueur, c'était une faiblesse physique. Et là, seul le joueur connaît son corps. C'est vrai que on a vu souvent des joueurs, je pense mais c'est un autre temps, des joueurs comme Rummenigge finir un match avec le bras écharpé. Et ça, c'est une image qu'on garde tous. Est-ce qu'on s'imagine l'entraîneur à l'époque sortir Rummenigge? Oui. C'est Beckenbauer aussi qui est Basile Boli qui devait sortir. Mais oui, je dis Rummenigge, mais c'est vrai, heureusement que la Bible dans l'oreillette nous dit que non, mais j'ai vraiment dit Rummenigge en pensant Beckenbauer, le Kaiser. Et c'est vraiment, il a continué jusqu'au bout. Bon, alors c'est vrai que c'était accepté, mais là je pense que pour défendre ton client, c'était plus sur un problème, un pépin physique, alors que si c'était une décision tactique et il refuse, là il y aurait vraiment sanction, comme tu dis, outrage à l'entraîneur et à l'autorité. Donc on a eu les bons produits égyptiens. Messieurs, on va se terminer sur la synthèse de la grille de dimanche. Toujours ce pactole de 500 000 € à l'année soumise par la Française des Jeux. Donc match 1, Lille-PSG. Donc le triple, victoire, match nul ou défaite. Entre Nice et Clermont, victoire de Nice. Rennes-Brest, victoire de Rennes ou match nul. Strasbourg, Nantes le 1, 3 Metz le 2, Reims, Bordeaux le 2, Barcelone face à l'Atlético de Madrid le 1 ou le 2, le Betis Séville face au Villarreal le 1 ou le 2, Real Madrid face à Grenade le 1, Borussia Dortmund face à Bayer Leverkusen le 1 ou le 2, Venezia Naples le 2, Juventus Hellas Vérone le 1 et, non des moindres, le Sénégal donc contre l'Égypte le 1 ou le match nul. Messieurs,
Un grand plaisir de se retrouver après 15 jours, beaucoup d'actualités, une petite finale à regarder tout de même pour les malheureux Lions indomptables samedi. Grand plaisir à te voir, à te retrouver, Bruno Michovigne, donc un petit mot avant la fin. Un grand plaisir, et puis moi je serai, c'est clair, dans mon fauteuil dimanche pour regarder la finale de la CAN, et en espérant vraiment, et je le redis, j'espère que ça aura un relais, il faut vraiment que la CAN soit vraiment une compétition à part entière et qu'il soit joué à une période où les joueurs pourront avoir une préparation correcte, et c'est un irrespect pour le football africain. Patrice, je te remercie d'avoir été notre coach, brillant coach aujourd'hui, et je rappelle à nos amis téléspectateurs qu'ils vont retrouver tous ces résultats, toutes ces informations sur la grille qui est là, sur l'application, feuille de match, la feuille de match. Il peut aller gratuitement et pouvoir se renseigner et espérer gagner les 500 000 €. Ouais, je pense que. il m'a fait les 13. Ouais, on va voir plus, qui sait. Donc, moi aussi, je serai devant mon match et puis je mettrai un deuxième écran sur Lille PSG pour voir un peu ce qui se fait. Donc, voilà, je vous souhaite un beau week-end et puis de bons matchs de championnat comme de Coupe d'Afrique des Nations. Chers téléspectateurs, chers amis, donc un grand plaisir. On se retrouve très bientôt et puis poursuivons nos passions, poursuivons nos pronostics et puis restons sur ATV parce que ce qui va suivre est forcément passionnant et intéressant. Et vive le foot! Vive le foot!